Ça commence à enregistrer. Donc, tout le monde me reçoit bien, vous recevez bien le son et vous avez le PowerPoint. Oui. Parfait, Oui, très bien. Donc, bon, je fais une petite introduction. Donc, Bruno Lemarchand, je suis médecin rééducateur, médecin du sport et le médecin responsable de l'unité fonctionnelle de médecine du sport depuis une petite dizaine d'années au CHU. Le coordinateur aussi de la FST de médecine du sport et j'ai organisé quelques jours de formation, réunion EPU. Un petit peu rapidement et j'ai ouvert du coup en visioconférence. En plus, cette vidéo est enregistrée. On va les diffuser ultérieurement. Probablement sur un réseau encore inconnu, soit un site de médecine du sport, soit YouTube, on verra. Merci à tous de venir. Aujourd'hui, le thème est sport-santé. À la réunion, il est 9h37, on a 7 minutes de retard. On compte finir vers à peu près midi. Et cet après-midi, on commencera de 13h à 15h, 15h30. Le programme est le suivant. Je vais commencer de parler de sport-santé, des généralités. Vers 10h30, il y a le docteur Arden qui est gynécologue qui va venir parler de femmes et sport jusqu'à peu près à midi. À 13h, il y a Yannick Amzalag qui est cardiologue du sport qui parlera des problématiques cardiovasculaires et des bienfaits de l'activité physique sur les systèmes cardiovasculaires. Et ensuite, Rodrigue Barré, qui est professeur d'activité physique adaptée, viendra nous parler de l'organisation à La Réunion. Et l'idée, ça va être peut-être de débattre, en effet, du coup, après ma présentation de quelques diapos, on pourra parler. Pourquoi j'ai voulu parler de sport-santé? Parce que le sport, l'activité physique, bien sûr, c'est très bon pour la santé. La sédentarité, vous le savez, c'est très néfaste. Mais je ne suis pas sûr que vous savez à quel point l'activité physique est bonne pour la santé. Je ne suis pas sûr à quel point vous savez combien la sédentarité est néfaste. Et j'espère qu'à la fin du topo, vous allez militer pour mettre tout le monde à l'activité physique, que vous allez vous rendre compte que la plupart des gens n'en font pas assez et que quand on dit que c'est une thérapie miraculeuse, je pense que le terme n'est pas spécialement inapproprié. Je vais même en profiter d'ailleurs pour interroger et vous laisser un petit temps de réflexion. Avant de vous dévoiler les chiffres exacts. Voilà, on est en train de gérer la manière de... Ah, mais ça, il le voit pas. Ouais. Ah oui, alors. Hop, parfait. Voilà, je manipule la souris, pardon. Alors, l'activité physique est bénéfique pour la santé, comme je vous dis. En tout cas, la sédentarité est néfaste. Ça, c'est une certitude. Globalement, dans les facteurs de morbimortalité mondiaux, maintenant, c'est un des premiers facteurs de morbimortalité mondiale. Donc, par exemple, dans le Lancet en 2012, ils avaient montré que c'était le premier facteur de morbimortalité. Mais grosso modo, selon les chiffres, c'est sûr que tabagisme, malbouffe et sédentarité, ça sort toujours à peu près dans le top 3. Avec, ça dépend aussi des comptes. On est en tout cas entre plusieurs millions de décès prématurés dus à l'inactivité physique. Voilà, sédentarité. Alors, qu'est-ce que c'est la sédentarité? C'est de plusieurs manières. Et on voit que la sédentarité a un lien avec l'activité physique. Donc, on voit sur le tableau en bas à gauche. Bruno ? Oui. Excuse-moi, je ne sais pas si tu es en train de faire défiler le PowerPoint, mais il ne bouge pas, en tout cas chez moi. Ah, c'est pareil pour les autres. Il défile ou pas? Non, pas oui, moi non plus. Je croyais que tu faisais une très longue introduction. C'est ça. Il défile pas du tout là, le PowerPoint? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Bon, j'étais toujours sur la première diapo. Hein. Vous n'avez pas loupé grand-chose. En tout cas, vous recevez bien le son. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une bonne chose. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Simplement la première image. Et...
Voilà, alors on est en train d'essayer de Ça fait pause à chaque fois. mettre le diapo. Est-ce qu'il le voit en entier? Est-ce que vous le voyez en entier, le diapo? Sinon, fais diapo. Oui. Mets le diapo en grand. Je pense que c'est bon. Et après, Non, mais comme ça, Après, tu peux faire mettre le PowerPoint en diaporama. Ouais, mais du coup, ça met le partage en pause. Et là, vas-y, essaie de. Ouais, ça partage en pause directement, ouais, dès qu'on le met en diaporama. Bah, sinon, on le fait Ok. sans mettre le diaporama, c'est pas très grave. Et sinon, fais partager tout. Tous les écrans. Non, nouveau. Ouais, là, tu fais le partage. Et si tu fais défiler comme ça, sans mettre en plein écran, ça marche pas? Voilà, et là, tu fais partager l'écran. Ah, c'est un diaporama, ouais, PowerPoint partagé, ouais. Ah, ben voilà. Oula, ouais. Là, c'est bon. Bon, Ah, écran, moi, je fais plutôt l'écran. Hein. Ouais. Ça, ils vont tout voir de ce qu'il y a sur l'écran. Voilà. Alors, Ça doit être bon là maintenant, non? Quand on fait des films. Ouais, c'est bon. vous voyez les filements? Ah, voilà. Donc, j'étais sur la première diapo. Donc, je reprends pour ceux d'ailleurs qui viennent d'arriver. On va parler de sport santé. On vient d'expliquer que la sédentarité est un des premiers facteurs de risque, de morbimortalité dans le monde. Voilà le petit schéma avec la sédentarité qui dépasse le tabagisme. Avec la carte mondiale en fonction de la gravité des choses. Et sur le tableau en bas à gauche, on voit le risque relatif de la station assise par jour associée à l'activité physique. Donc, pour lire le schéma, par exemple, je prends un exemple. Donc, le risque de morbimortalité, donc ça, c'est une méta-analyse sur 1 million de personnes. Donc, pour vous donner un avis, c'est relativement indiscutable. Publié dans le Lancet, voilà, c'est la science pure, indiscutable. Donc, le risque d'une personne, par exemple, qui passe moins de 4 heures de station assise par jour et qui fait plus de 35 mètres/heure par semaine. Donc, pour vous donner à peu près, donc 1 mètre, c'est une dépense énergétique de repos. Bah, c'est exactement ce qu'on doit être en train de faire, sauf s'il y en a qui regardent le PowerPoint à vélo ou en train de marcher, ce qui serait très, très bien. On est assis et puis on a une dépense énergétique de repos pour faire fonctionner, j'allais dire, nos organes. Du coup, on est en train de dépenser 1 mètre en énergie. Donc, quand on marche, c'est à peu près l'équivalent de 3 mètres, 3 fois la dépense énergétique de repos, grosso modo. Quand on fait un petit footing tranquille, c'est à peu près 6. Quand on fait du sport assez intensif, c'est plutôt 9 mètres. Et quand on fait du sport extrêmement intensif, on arrive à peu près à 12 mètres. Donc, s'il fait 1 heure de sport extrêmement intensif, mais extrêmement intensif, ça, on va arriver à peu près à 12 mètres/heure. Et du coup, si on fait 1 heure de sport extrêmement intensif par semaine, ça nous fait 12 mètres/heure par semaine. Si on fait 2 heures de footing par semaine, ça nous fait aussi 12 mètres/heure. Donc, globalement, quelqu'un qui fait 35 mètres/heure, il fait soit 3 heures de sport extrêmement intensif, soit 6 à 8 heures de sport d'activité d'intensité modérée. Donc, quelqu'un qui fait à peu près ça, il a un risque de morbimortalité égal à 1. Si déjà cette personne qui fait à peu près 5 heures de sport par semaine, il est assis plus de 8 heures par jour, alors là, il faut calculer. Je vous invite à calculer vous-même ce que c'est 8 heures par jour, mais je veux bien parier que parmi tous ceux qui m'écoutent, il y a beaucoup plus de gens qui passent plus de 8 heures assises par jour. Il faut tout compter. Voiture, travail, télé le soir, repas, etc. Et vous allez voir, les chiffres sont relativement affolants. C'est pareil, le temps des écrans. Faites votre propre compte. Comme un diététicien qui écrit sur un bout de papier, vous allez vous rendre compte que le nombre d'heures d'écran est absolument affolant. Du coup, 8 heures de station assise par jour, ce n'est pas beaucoup. Déjà, même si on fait du sport, on augmente déjà un peu notre risque de morbimortalité. Et si, par exemple, on ne fait pas trop de sport, on fait quand même, quelqu'un, il va dire, allez, 4 heures de footing, on va dire, il fait 2 heures de vélo et 2 heures de footing par semaine. Il se considère comme sportif. Et s'il a 8 heures de station assise par jour, il augmente franchement son risque de morbimortalité. Et s'il ne fait pas de sport et il est assis plus de 8 heures par jour, mais clairement, du coup, il est en mauvaise santé.
Ça, c'est à peu près le même schéma avec je cherche le mot en français, TV viewing, regarder la télé. Et du coup, globalement, on arrive à peu près à quelque chose de similaire avec quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui regarde les écrans plus de 5 heures par jour. Il a un risque de morbimortalité globalement 2 fois supérieur à quelqu'un qui est sportif ou qui est peu assis. Et on voit du coup que globalement, même quand on fait un peu de sport, plus on est assis, eh ben, moins c'est bon pour la santé, on va dire. Alors, encore une revue systématique de la littérature assez récente, du coup, plus récente en tout cas, de 2018. On va s'attacher peut-être plus à la mortalité globale. Donc là c'est la mortalité globale. Après, ça, c'est les risques cardiovasculaires. Là, c'est le risque de mortalité par cancer, on y reviendra, et de diabète de type 2. Comme je vous ai dit, cet après-midi, il y a Yannick Amzalak qui va intervenir sur les problématiques cardiovasculaires. Donc, je ne vais pas m'apesantir trop sur le sujet, même si vous verrez que les diapos en parlent quand même, parce que c'est quand même les choses les plus connues et les plus étudiées. Mais sur la mortalité globale, du coup, les gens qui du coup sont sédentaires, c'est-à-dire la sédentarité, en gros, c'est pas trop bouger. On peut arriver jusqu'à en effet 12 à 18 heures sans bouger. On augmente la morbimortalité. Et quelqu'un qui regarderait par exemple la télé 8 heures par jour a un risque de morbimortalité 2 fois supérieur à quelqu'un qui regarde que 2 heures la télé, on va dire. Sachant que ça ne prend pas en compte l'activité physique. On considère que les gens regardent la télé et font moins d'activité physique. Si on regarde que le temps de télé, mais ils font le même temps d'activité physique, c'est-à-dire que globalement, on prend 2 personnes similaires qui font exactement le même taux d'activité physique et on les différencie que par le temps devant les écrans, on augmente quand même la morbimortalité. On va retrouver à peu près les mêmes choses du coup pour le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors, ça, c'est pour vous dire, oui, bah voilà, moi je suis sportif, je suis jeune, je fais du sport, je risque pas grand-chose. On va regarder, alors ça, c'est une étude qui a été faite chez des personnes de 30 à 50 ans qui sont en bonne santé et qui se plaignent de rien. Et on a séparé la population en quintiles. Ceux qui ont la meilleure fonction cardiovasculaire sont le 5e quintile ici, et ceux qui ont la moins bonne fonction cardiovasculaire, le premier quintile. Et on voit que ceux qui ont la meilleure fonction cardiovasculaire parmi une population de 30 à 50 ans non malade, le risque de morbimortalité ou de mortalité, pardon, toute cause de mortalité confondue, est diminué par 2. Et la maladie et les pathologies cardiovasculaires aussi. Donc, ça ne concerne pas que les gens pathologiques. Et là, on le retrouve de manière d'autant plus flagrante sur ce schéma-là. On a divisé la population générale en quartiles et en noir, c'est des gens, donc des hommes, en bonne santé, de tout âge. Et là, en fait, la mortalité est plus de 4 fois supérieure chez ceux qui ont la moins bonne fonction cardiovasculaire. Alors là, vous allez me dire, oui, d'accord, bah, les gens, en effet, polypourris qui sont au lit, c'est sûr qu'ils sont plus à risque. Sauf que pas du tout, parce qu'en fait, le quartile le plus déconditionné, c'est 27 millilitres kilo. Donc, globalement, c'est ce qu'on voit dans la population. C'est des gens qui arrivent à monter les escaliers, c'est des gens, en effet, soit obèses et puis qui ont un peu de difficulté, soit des gens qui ont un peu de difficulté à faire des randos, mais globalement, ce n'est pas du tout des chiffres dramatiques. On considère que le handicap, c'est 18 millilitres kilo. Du coup, c'est des… Ben voilà, en fait, il y a un quart de la population qui est 4 fois plus à risque que ceux qui ont la meilleure fonction cardiovasculaire qu'à cause de leur fonction cardiovasculaire. Et le meilleur quartile, c'est pareil, ce n'est pas des sportifs de haut niveau, 37 millilitres kilo. En médecine du sport, c'est vraiment le minima qu'on demande au sport d'endurance. Voilà. Et du coup, on retrouve dans la mortalité globale
On le retrouve bien sûr dans la mortalité cardiovasculaire, ça c'est connu dans la population générale et chez les soignants, avec en effet chez les gens malades, comme on voit sur les lignes blanches, entre le premier quartile et le dernier quartile, en effet, des risques cardiovasculaires presque 10 fois supérieurs, allez, 8,5 pour ne pas mentir. Donc globalement, il y a vraiment un sujet majeur sur cette fonction cardiovasculaire. Et d'ailleurs, c'est bien le critère majeur prédictif de morbimortalité. On le savait déjà il y a 24 ans, pour être exact, sur un suivi de 3400 sujets qui ont été suivis pendant 2 ans. Le facteur prédictif de mortalité indépendant le plus puissant, c'était la capacité fonctionnelle lors de l'épreuve d'effort. On fait une épreuve d'effort maximale et le meilleur critère prédictif de mortalité, c'était le VO2 max. C'était à peu près voilà, risque ratio de 4. L'âge, par exemple, c'est 2,25. On considère qu'une augmentation de 1 mètre de puissance maximale aérobie, donc ce n'est pas beaucoup, ça fait 3,5 ml/kg, bon, c'est une mortalité diminuée de 13 à 15%. Du coup, franchement, augmenter 1 mètre, ce n'est pas très compliqué et ça permet de diminuer quand même des chiffres incroyables, de 15% sa mortalité. On aurait un médicament comme ça, mais clairement, on le vendrait dans le monde entier, quoi. Et bon, là, ce n'est pas très, très compliqué, hein. C'est juste un peu d'entraînement. Ou alors, ça dépend du niveau auquel on part. Et la mortalité cardiovasculaire, bon, ça, c'est toutes des très, très… Bon, c'était des anciennes études, mais on voit que toutes les études vont dans le même sens. J'ai rajouté beaucoup plus récemment, 2019, bon, cette méta-analyse qui fait la différence, donc toute cause de mortalité sur les tableaux du haut, les maladies cardiovasculaires sur les tableaux du bas. Mais sur la mortalité globale, il sépare les hommes et les femmes en bleu les hommes et en rouge les femmes, et il les sépare par âge. Et on voit globalement que quel que soit l'âge, même chez les sujets jeunes, chez les hommes et chez les femmes également, plus le VO2 max est élevé, moins la mortalité globale, moins le risque de mortalité est important. On l'observe en effet chez les plus déconditionnés quand même. Par exemple, entre 24, c'est quelqu'un de pas handicapé, hein, qui a une fonction cardiovasculaire qui socialement est extrêmement acceptable. 42 ml/kg, c'est le sport d'endurance. Et on voit globalement que dans la population générale, la mortalité diminue chez les hommes et chez les femmes, chez les jeunes, chez les moins jeunes et chez les plus âgés. C'est vraiment chez tout le monde. Il ne faut pas se dire, ah oui, bah voilà, parfait, j'ai 25 ans, je ne suis pas concerné. Ah non, alors si, vous êtes concerné. Et chez les personnes âgées aussi. Et pas que la mortalité cardiovasculaire, je me répète, mais voilà. Je me répète, ça c'est toute cause de mortalité. Alors encore une fois, Lancet 2011, indiscutable, est-ce que j'ai le nombre de personnes? Ça doit être le même. C'est le même, c'était 1 million de personnes. Donc, ils ont séparé les inactifs, les faiblement actifs, moyennement actifs, assez actifs et très, très actifs. Pareil, en mètres heures par semaine, on se retrouve à peu près avec ce type de chiffres. Donc, en abscisse. Et en ordonnée, du coup, c'est la mortalité, toutes causes confondues. Donc, entre les moins actifs et les plus actifs, c'est pareil. Ce n'est pas diminué par 2, mais presque. La mortalité par cancer est diminuée. Les maladies cardiovasculaires sont diminuées. Et le diabète est diminué. Et ça, c'est que la fonction cardiovasculaire. Hein. Ce n'est pas la force musculaire. Hein. J'y viendrai après. Alors, on dit de faire 10 000 pas par jour. On voit bien parce que du coup, les plus déconditionnés, au moins, s'ils bougent un peu, peut-être, ils seront moins sédentaires. On le revoit sur les premières courbes. Le fait de ne pas être assis, de bouger un peu, c'est bénéfique. On a dit 10 000 pas par jour parce que 10 000, c'est un chiffre qui sonne bien, c'est rond. Voilà. Est-ce que c'est vraiment 10 000 ? Donc, je reprends toute cause de mortalité sur le schéma en bas à gauche et le nombre de pas par jour qu'on fait. Paris en 2021. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis. J'ai pris le plus récent. Ça, c'est une méta-analyse sur sur de nombreuses études qui ont été faites. Du coup, on a beaucoup de chiffres. On se retrouve à peu près à ça,
maintenant le discours qu'on dit, en fait, on voit que dès les premiers pas, on a quand même une franche diminution. Ce qu'on conseille pour les gros sédentaires, c'est vraiment de faire au moins 4 000, 5 000 pas par jour. Sinon, c'est assez dramatique. Et entre rien et 4 000 pas par jour, ça, on y arrive. C'est vrai qu'on diminue franchement la mortalité. On essaie de viser quand même 7 500 pas par jour. Là, on diminue encore la mortalité. Et après, au-dessus de 7 700, au-dessus de 7 500, entre 7 500 et 10 000, on n'a plus grand-chose. Et après, en faire plus, on ne gagne pas beaucoup non plus. Du coup, on conseille vraiment de ne pas être assis, de lever ses fesses de son siège dès qu'on peut. Même moi qui avais étudié la lombalgie, les troubles musculo-squelettiques, 1 minute par heure, ça commence à marcher. On commence à avoir des études, on disait 10 minutes, vous allez voir dans la recommandation ultérieurement. On disait 10 minutes 3 fois par jour, mais maintenant, on se rend compte que dès les premières minutes, ça marche. On parle de tsunami de sédentarité, c'est-à-dire que globalement, malgré les recommandations, malgré la pub et le discours qui commence à passer, la sédentarité augmente de manière dramatique encore actuellement. Et avec le coronavirus, c'était encore pire. Les gens ont franchement diminué leur activité physique. Donc, on est vraiment face à quelque chose au niveau de la santé, probablement un des principaux problèmes de santé sur la planète. Enfin, c'est même une certitude. Donc, on bouge, on marche, 7500 pas par jour par exemple. Et après, en nombre de minutes par jour de marche, en fait, on voit qu'on diminue, à 45 minutes de marche, on diminue sa mortalité globale. Mais si on met de l'intensité, on court, hop, on voit que, par exemple, entre 10 minutes de course à pied et 50 minutes de marche, on est à peu près à la même diminution. Et de toute façon, en faisant que marcher sans mettre d'intensité, on n'arrivera pas à la diminution de mortalité qu'on pourra avoir en mettant de l'intensité. Donc, il faut mettre de l'intensité. Dès qu'on peut, on met de l'intensité et du coup, avec beaucoup moins de temps, on arrivera à des bénéfices sur la mortalité. Et du coup, voilà, 45 minutes de footing ou de course à pied par jour, ça fait une mortalité divisée par 2 fois moins de chances de mourir. Quand même, quand on est médecin ou quand on est soignant, juste dire à quelqu'un de faire de la course à pied, on va diminuer par 2 son risque de mortalité, mais vraiment, c'est un moyen thérapeutique que j'essaie de vous faire prendre conscience, mais c'est vraiment extrêmement important. Toujours sur la même idée de l'intensité, on voit en haut à gauche, sur le même schéma de multiples études qui ont été reprises, avec en pointillé, en fait, la couleur, c'est la même étude. Donc, il y a 3 études différentes, une grise, une rouge, une bleue, pour faire simple. Et quand c'est en pointillé, c'est intensif. Et quand ce n'est pas en pointillé, c'est moins intensif. Mais à la fin, c'est le même équivalent énergétique de dépense. Et du coup, en fait, quand on met de l'intensité, on arrive à un bénéfice sur la mortalité globale et sur la mortalité cardiovasculaire en dépensant moins d'énergie que si on mettait moins d'intensité. En gros, par exemple, on dépense tant d'énergie par semaine pendant l'activité physique. Si cette énergie, on l'a dépensée en ayant fait de l'activité physique intensive, on aura un plus grand bénéfice que si on a dépensé cette même énergie, pas plus, ni moins, en étant moins intensif. Donc, on met de l'intensité. Et on y arrivera d'autant plus rapidement, avec beaucoup moins de temps. Puisque ici, médecin à La Réunion, j'étudie pas mal la course à pied, je me suis un peu attaché vraiment à la marche et à la course à pied. Ça, sur la même idée, c'était ah oui, alors quelle dose de course à pied on fait pour prévenir les maladies. Et du coup, ils ont séparé selon les causes. Donc en abscisse, il y a toute cause de mortalité, mortalité par cancer, mortalité par maladie cardiovasculaire, AVC, etc. En fonction du temps de course à pied par semaine. Donc, en rouge, ils ne font pas de course à pied. En rouge moins foncé, on va dire, ils font moins d'1 heure de course à pied par semaine. En rouge encore moins foncé, ils font un peu plus d'1 heure par semaine, etc. Et on se rend compte qu'à peu près, voilà, à 2 heures de course à pied par semaine, on a l'optimum sur la mortalité cardiovasculaire. Et globalement, assez rapidement,
on va avoir… C'est dans mes réclamations. Comment? Comment j'ai l'info que c'est ici? Ah, j'avais mis par mail. Par mail? Ouais. Zéro. Ah, J'ai t'as rien reçu. pas reçu le mail? Non. C'est pas grave, je t'ai trouvé. Mais ça fait un petit moment que je cherche. Ah, je suis désolé, ouais, j'avais Tu n'as envoyé. pas ton téléphone perso, le DECT non plus. Pierre, c'est toi. Ouais. Et tu es occupé sur ton téléphone DECT. Ah, les gens me rejoignent. Tu n'as pas de DECT. Et donc, ça a été. C'est sur silencieux, peut-être. Je te dis ça, je ne dois pas être le seul à chercher. Quoi. Oui, c'est vrai que tu m'as téléphoné. J'ai envoyé un mail, normalement, tu restes au pavillon 13, ouais. Ah ouais, mince. Sur François Tixier. Ah, sur CHU Réunion. Ouais, j'envoie sur la mailing list. Ouais, bien sûr. Bon, écoute, je t'ai trouvé. Bonjour. Désolé, alors les gens arrivent, voilà, pour les gens qui sont en vidéoconférence. Du coup, on fait sport santé. On était en train d'expliquer que globalement, c'était le meilleur traitement, que c'était extrêmement bénéfique. Et on voyait la dose de course à pied qu'il fallait pour diminuer la mortalité globale. Combien? Voilà, globalement, à partir de 2 heures, alors on avait vu que la sédentarité était extrêmement néfaste. Dès qu'on commençait à bouger, on gagnait en mortalité globale et en toute cause confondue. Qu'en mettant de l'intensité, on arrivait beaucoup plus vite à une diminution de la morbimortalité, et notamment en course à pied. Du coup, on voit qu'à peu près 2 heures de course à pied par semaine, on a une diminution. Donc, alors, la course à pied, pour y revenir, c'est ça. Quelle dose est optimale? On voit, alors, sur cette étude-là, ils ont divisé encore la population en 6 groupes. C'est des coureurs ou des non-coureurs. Et ils ont réparti l'intensité ou le volume. Du coup, alors soit en temps, avec les gens, par exemple, sur la courbe jaune qui en font de plus en plus en temps, soit en distance, soit en fréquence, soit en dépense énergétique, soit en vitesse. Et on se rend compte que globalement, dès le début, c'est-à-dire que dès qu'on passe au moins 50 minutes de course à pied par semaine, moins de 10 km par semaine, au moins une fois par semaine, avec 500 calories. Ah oui. Enfin voilà, une séance par semaine, on arrive à de bons bénéfices. Mais par contre, là où ça vaut le coup d'augmenter les charges, si je puis dire, ça va être justement sur la vitesse. C'est-à-dire que globalement, ceux qui courent à moins de 6 à l'heure, ils n'ont vraiment pas les bénéfices de ceux qui vont courir plutôt à… Du coup, on n'est pas très, très rapide non plus, mais le troisième groupe, il va être plutôt à 7 à l'heure. Encore une fois, il faut mettre un peu d'intensité. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, mais il faut mettre de l'intensité. Alors, est-ce qu'on peut trop en faire? Alors, on me dit, ouais, mais voilà, du coup, alors on ne va pas quand même… Alors, on a toujours face à ce discours, oui, il faut marcher un peu, on ne va pas quand même mettre les gens au footing. On leur dit que ça fait mal au dos, alors qu'en fait, ça prévient la lombalgie. On leur dit que ça donne de l'arthrose, alors qu'en fait, ça prévient l'arthrose, même chez les gens arthrosiques. Enfin, en gros, on raconte un peu toujours n'importe quoi. Donc, oui, il faut les mettre. Oui, il faut les mettre au footing. On dirait, mais il ne faut pas trop en faire, etc. Les gars du Grand Raid, il ne faut quand même pas mettre à tout le monde. En plus, ça ne doit pas être bon pour la santé. Probablement que si, en fait. Que non seulement, c'est pas mauvais pour la santé, ça n'a pas été prouvé. Je pense que de la part des soignants, avoir ce type de discours, c'est, à mon avis, inacceptable, en fait, parce que ça pousse les gens vers le bas, alors qu'on est face à vraiment, comme je répète, un tsunami de sédentarité avec des bénéfices extrêmement importants. Et en plus, sur l'extrêmement longue distance, je ne dis pas que c'est des preuves extrêmement importantes, mais globalement, sur les études et la petite science qu'on a, ils vivent plutôt mieux. Alors, en effet, maintenant, on peut toujours dire, on va dire avec le problème de dopage, de compétition, etc., c'est pas très bon, c'est pas le problème. Mais globalement, on a fait des études sur, par exemple, les gens, en France, Tour de France. Ils ont pris 800 sportifs et ils ont comparé des sportifs à des gens qui font le Tour de France. Et globalement, la moitié des gens étaient morts à 73 ans dans un groupe contrôle comparatif. Et les gens du Tour de France étaient morts à 81 ans. Alors, ce n'est peut-être pas des grandes études, etc., mais globalement, même le sport extrêmement intensif protégerait, en tout cas, n'est pas néfaste. Donc, ce discours est inacceptable. Il est faux. Il va dans le sens inverse de ce qu'il faut dire à la population. Du coup, globalement, on ne va peut-être pas dire aux gens de faire le Tour de France, on est d'accord, mais en tout cas, on ne va sûrement pas dire le contraire. Et du coup, oui, on peut les pousser.
oui, il faut les pousser en intensité, au moins un peu, et du coup, il n'y a aucune raison de les freiner en intensité. Quand les gens ont l'air de voir des augmentations de courbes là comme ça, en fait, c'est non significatif. Et là, il faudrait entrer dans les études, mais on n'a pas d'augmentation de la mortalité en faisant trop. C'est bien là. Donc, pour les athlètes endurants et les sports mixtes, la longévité est supérieure à la population générale, même pour le Tour de France. Ça, c'était des champions olympiques, enfin, des gens qui participaient aux Jeux olympiques, aux championnats du monde en course à pied de longue distance. Alors, bon, des fois, c'est marathon hein, ou des skieurs de fond, etc. Donc, les sports d'endurance, oui. Par contre, ceux qui font de la musculation à très, très haut niveau, c'est plus discuté. Les sports de force de type lancer, haltérophilie, il n'y a pas vraiment d'augmentation de l'espérance de vie. Mais globalement, la pratique intensive d'un sport améliore l'espérance de vie. Ça, donc, qui bénéficie de l'activité physique? Tout le monde. Tout le monde. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gros, les maigres, les fumeurs, les pas fumeurs, les alcooliques, les pas alcooliques. Tout le monde. Les gens qui sont malades, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, les hypertendus, on le sait, les diabétiques, etc. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a personne à qui il faut dire « Ah non, pas d'activité physique ». Alors, quasiment personne. Pourquoi? Alors, du coup, bon, l'âge, ça diminue un peu. On voit les capacités cardiovasculaires. Quand on se déconditionne, on arrête de faire de l'entraînement, et bien, du coup, on se déconditionne beaucoup plus. Et quand on se réentraîne, hop, on se reconditionne. Et ça, quel que soit l'âge, et toute sa vie. Donc, toute sa vie, on fait de l'activité physique. Si on arrête, on perd les bénéfices. Et si on reprend alors qu'on n'en faisait pas, on regagne des bénéfices. Alors, on a comparé du coup l'activité physique aux médicaments. Donc, c'est toujours intéressant de regarder un peu des méta-analyses. Au début, je regardais, alors moi, je voyais pas mal de choses. Hein. On va vous dire, c'est même marqué dans les médias, hein, oui, l'activité physique diminue de 15-20% les maladies cardiovasculaires, ça diminue même, on va dire maintenant, de 10-15% les cancers. Ça, c'est plus efficace ou moins efficace qu'un médicament. Il faut juste savoir que ce type de résumé, c'est des gens qui font 2-3 heures de marche, voire des fois de course à pied par semaine versus rien. Donc, il n'y a pas du tout de relation dose-intensité. Et je suis en train de vous dire que là, depuis le début du topo, que l'intensité cardiovasculaire améliore les choses. Et du coup, en fait, par exemple, sur ce méta-analyse qui compare l'activité physique aux médicaments, on se retrouve à, si vous voulez, des choses qui sont de l'ordre de 2-3 heures de footing par semaine. Mais globalement, on aurait des chiffres plus importants avec des gens qui font vraiment du sport et qui mettent de l'intensité, on aurait des chiffres bien supérieurs. Donc déjà, on vous dit que c'est bénéfique. Et du coup, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, quand on compare l'exercice aux activités physiques, bon, faut prendre les médicaments aussi, mais c'est bénéfique. Pour les AVC, bon, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Bon, les maladies les insuffisances cardiaques et le diabète aussi, bon, on a des choses qui sont en tout cas comparables aux médicaments. Donc, c'est vrai que c'est un bon médicament, on va dire ça comme ça. Encore une fois, là, ça ressort plus ou moins. Enfin, on va vous dire que c'est un bon médicament et c'est vrai. Mais encore une fois, par exemple, sur le prédiabète, l'activité physique, bon, de toute façon, c'est non significatif sur cette étude. C'est au moins aussi efficace que les autres médicaments. Enfin, tout se discute. Mais c'est que la fonction cardiovasculaire. Si on va, par exemple, sur le prédiabète, enfin, je laisserai Yannick en parler cet après-midi. On prend des prédiabétiques, on les met à l'activité physique. En fait, il y a 80% des gens qui ne vont pas développer de diabète. Et si on les laisse sans activité physique chez les sédentaires, 100% vont développer un diabète. Et il faut de l'activité cardiovasculaire, de l'intensité sur la cardiovasculaire, on rajoute de la musculation et on les sauve. Et non seulement on guérit le diabète, mais ce n'est même pas la question, c'est globalement, après, on va prévenir toutes les maladies cardiovasculaires et on va prévenir leur mortalité, on va améliorer leur qualité de vie. Donc oui, c'est bénéfique. Oui, il y a tout un discours qui dit que c'est un peu bien, mais globalement là. Mais non, en fait, c'est absolument génial. Je le répète. Alors, sur les cancers, hein, parce qu'on en parle à demi-mot depuis le début du topo. Alors, on nous dit, c'est pareil. Alors, pareil, 2012, bon, il n'y avait pas besoin, on le savait depuis quelques temps, que ça diminuait la mortalité par cancer. On va le voir dans les médias, on l'entend aussi, oui, faire du sport, ça diminue de 15-20% les cancers, faites du sport, c'est bénéfique. Alors, on va voir ça, ouais. Et quel cancer et comment ça peut marcher. Donc, globalement, ça, c'est le monde entier. Une étude, je me répète, sur 1 million de personnes.
globalement, l'activité physique en quintile, entre les plus actifs et les moins actifs, il y a moins 20% de cancer. Donc ça, c'est ce qui ressort et je pense que ça ne vous étonne pas trop. Pourquoi? Là, c'est très compliqué. En plus, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les mécanismes sont relativement un peu compris. Pour ceux qui veulent le lire, vous pouvez. Mais bon, globalement, l'activité physique, le surpoids et la sédentarité, c'est trois choses différentes mais intriquées, on s'en doute. La masse grasse, c'est le facteur qui est corrélé à ces trois comportements, ces trois choses. Et du coup, ça agit sur la fonction métabolique, sur l'inflammation de bas grade et les problèmes hormonaux. Et ça joue sur le risque de cancer. Alors, c'est pareil, il y a plein de cancers qui sont tous différents avec des facteurs différents, mais globalement, on est sur quelque chose comme ça. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. On va voir que, bon, globalement, il n'y a même pas besoin. Alors, dans la population générale, entre eux, c'est pareil, on se retrouve à la dépense énergétique par semaine. Entre des gens qui font, on va avoir donc 30 mètres heure par semaine, donc vous commencez à avoir un peu la notion, ça fait 3 heures de sport intensif ou 5 ou 6 heures de sport moins intensif versus 0, on a moins 20% de cancer. C'est ce qu'on voyait. Chez des gens qui ont eu un cancer, on se retrouve à peu près pareil. Mais quand on sépare l'activité physique avant le diagnostic, en fait, quand ils faisaient de l'activité physique, dès qu'ils faisaient 1 ou 2 heures de sport par semaine, ils diminuaient leur risque. Mais après avoir eu un cancer, quelqu'un qui fait, par exemple, 50 mètres heure semaine, c'est 5 heures de sport intensif ou c'est 10 heures de sport peu intensif, on va dire ça comme ça. Il a quand même un risque diminué par 2 de cancer. Du coup, si vous êtes soignant, vous avez quelqu'un qui a un cancer, il ne fait pas de sport. Ça, c'est la mortalité par cancer. Vous lui dites, vous ne faites pas de sport, vous faites 5 heures intensifs, vous avez 2 fois moins de chances de mourir de votre cancer. Et ça, c'est une vérité scientifique et c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a quelqu'un que vous prévenez de 2 tiers le risque de cancer, quelqu'un, ouais. Bon, bref. En gros, vous diminuez par 2 le risque de cancer. Sur la course à pied, c'est pareil. Revue de la littérature. Donc, la course à pied diminue la mortalité globale, diminue les maladies cardiovasculaires et diminue aussi franchement le risque de cancer. Mais encore une fois, je me répète, il y a une relation dose-intensité. Alors, je reviens là-dessus. Ça, c'est la dépense énergétique par semaine. Mettre de l'intensité, encore une fois, ça marche. En course à pied, de manière beaucoup plus spécifique, si on augmente la durée de course à pied sur la mortalité, ça c'est la mortalité globale. On n'améliorait pas spécialement les choses, la fréquence pas spécialement, la dépense énergétique pas vraiment, chez des coureurs. Hein. Mais par contre, en fait, l'intensité de course à pied, ça ressort beaucoup plus en fait sur les méta-analyses. Donc encore une fois, il ne faut pas hésiter à mettre de l'intensité. Donc là, on était sur la mortalité, sur les problématiques, sur l'activité physique cardiovasculaire. Maintenant, on va parler de la musculation. Alors, on voyait que la masse musculaire était bénéfique. Bon, ça, c'est bénéfique pour plein de choses. Le diabète, c'est une certitude. La chute, c'est la personne âgée. Bon, maintenant, la sarcopénie, on a dit que c'était une maladie à juste titre. Chez les personnes âgées en gériatrie, vraiment, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place et qui est, je ne vais pas dire magique, mais en tout cas extrêmement bénéfique, le renforcement musculaire. Et on le voyait pour le cancer. Donc, toute cause de mortalité confondue, chez des personnes qui ont moins de 60 ans. On va dire jeunes en médecine. Peut-être pas en médecine du sport, mais en médecine. Entre ceux qui ont le moins de force musculaire dans la population et ceux qui ont le plus de force musculaire, comme il n'y a pas vraiment de gens qui, chez les sujets jeunes, enfin en gros le tiers le moins fort, on va dire, et pas en franc déficit, il n'y a pas de grande différence de mortalité. Par contre, chez les plus de 60 ans, entre ceux qui ont le moins de muscles et ceux qui ont le plus de muscles, qui ont le plus de force musculaire,
La mortalité est diminuée à peu près par 2. Et la mortalité par cancer aussi. C'est-à-dire qu'entre le tiers de la population chez les plus de 60 ans qui a le plus de force musculaire et le tiers qui a le moins de force musculaire, la mortalité par cancer est diminuée par 2. Et diminuée par 2. Je répète, le chiffre est vraiment diminué par 2. Donc ça, c'était une étude prospective. Une des premières, c'est des cancers du sein, cancers du côlon. C'était les premiers étudiés. Il y a une petite dizaine d'années, on voyait à peu près ça. En dépenses énergétiques par semaine. Donc, entre ceux qui faisaient, on arrive toujours entre 5 heures très intensifs ou 10 heures peu intensifs de sport, et ceux qui ne faisaient pas de sport, on avait une réduction de plus de 2 du risque de cancer et de mortalité par cancer. Donc, ça a diminué par 2 le risque de cancer entre très intensif et peu intensif. Une autre étude pour enfoncer le clou sur presque 3000 patients qui ont été suivis pendant 15 ans. Et du coup, ils ont mis, du coup, ça c'est une étude interventionnelle, un protocole de renforcement musculaire. Le protocole de renforcement musculaire diminuait de 33% le risque de mortalité, toutes causes confondues. Donc globalement, voilà, si on compare ça à une thérapeutique, c'est une thérapeutique quand même assez facile à mettre en place, qui n'a pas d'effet secondaire, avec des effets, mais moins de 33% de risque chez des gens qui ont déjà eu un cancer. C'est vraiment des chiffres relativement impressionnants. Et sur quel risque de cancer aujourd'hui? Bon, 2019, au début, on voyait beaucoup côlon, sein, ça on le savait. Et bien voilà, on n'avait pas fait d'études. Maintenant, on a fait des études. Le rein, l'endomètre, la vessie, l'œsophage, l'estomac, les poumons, le foie. Par contre, pas le mélanome. Alors, en plus, ici à La Réunion, le mélanome, comme on fait du sport en montagne et qu'on va au soleil, en effet, là, c'est un autre problème. Mais oui, ça marche. Du coup, ouais, je crois qu'on peut dire l'activité physique marche pour diminuer le risque de cancer. Voilà, donc on en vient enfin aux recommandations mondiales. Vous avez compris que ça diminue le risque de mortalité, les mortalités cardiovasculaires. Ça, je pense que vous le savez, ça diminue l'hypertension artérielle, les AVC, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, les cancers, la dépression. Bon, c'est des trucs de 2012. Alors du coup, voilà, ils sortaient toujours ça à l'époque. Mais bon, on arrête avec le discours, oui, c'est bon pour le moral, et puis il paraît que c'est un peu bon pour la santé, mais on ne peut pas mettre tout le monde au sport. Hein. Ça améliore du coup la fonction cardiovasculaire. Bien sûr, ça diminue les troubles musculo-squelettiques. C'est très bon pour les processus cognitifs et pour les les problèmes chimiques ou psychologiques. Donc, énormément d'effets bénéfiques. Comme énormément de gens sont sédentaires et qui ne bougent pas, on donne des recommandations en partant de bas, si je puis dire, parce qu'on ne veut pas affoler les populations. Et si on leur disait directement faites 10 heures de sport intensif, on pense qu'on va dégoûter tout le monde. Et on a décidé d'avoir un discours et de faire de la pub. On n'a pas spécialement tort, mais on dit du coup 30 minutes par jour. Alors du coup, on a ce type de choses. 30 minutes d'activité physique par jour diminue. Alors là, ils mettent 40% les cancers du sein, 35% le risque de diabète. Voilà. Il y a des recommandations mondiales de grade A. Du coup, c'est indiscutable. J'espère que maintenant que je vous ai montré les études, vous avez compris que c'était juste indiscutable et qu'il fallait lutter contre tout discours inverse, juste par science, en fait. Du coup, on nous dit qu'il faut faire 2 à 5 heures d'activité physique modérée ou au moins 1 à 2 heures d'activité physique intensive par semaine. Voilà. L'OMS a émis des recommandations. Chez les sujets jeunes ou un peu moins jeunes, de faire, on se retrouve toujours au moins 1 heure à 2 heures par semaine d'activité physique intensive ou 2-3 heures d'activité physique modérée. De rajouter de la musculation parce que les deux sont synergiques et l'un ne peut pas compenser l'autre, et de rajouter des exercices d'équilibre. Et du coup, maintenant, on a rajouté aussi non seulement le fait de faire du sport, mais aussi le fait de ne pas être sédentaire. Parce que même si on fait du sport, en gros, pour compenser, je reviens sur le schéma d'avant, mais 8 heures de station assise par jour, il faut faire 1 heure, 1 heure et demie de sport par jour. Et ça, peut-être que tout le monde ne le fait pas. Donc, si on se dit, ah oui, je fais 3 fois du sport par semaine, du coup, je peux rester assis. Non, faites 3 fois du sport par semaine, mais en même temps, restez pas assis tout le temps. Donc, réduisez le temps total passé en position assise.
arrêter les périodes prolongées, passer en position assise par quelques mouvements. Donc ça, c'est une nouvelle recommandation. Non seulement on n'est pas sédentaire, mais en plus, on fait de l'activité physique. Et alors, comment est-ce qu'on fait? Alors oui, alors là, ça, c'est une étude très intéressante. Comment est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce que vous allez mettre vos patients au sport? Eh ben, en gros, il faut faire du sport. Alors, justement, moi, je suis médecin du sport. Je pense qu'en plus, la plupart de nous, on est déjà un peu convaincus. En plus, on est sportif. Mais j'allais presque dire, je ne veux pas être méchant, mais le fléau, c'est les soignants, le manque d'information, ce que j'essaie de faire passer, et le manque d'activité physique, notamment chez les soignants. Cette étude est extrêmement intéressante, je vais la détailler un peu. C'est Martine Duclos, qui est endocrinologue, une des référentes même internationales en fait, sur l'activité physique et la santé, qui a fait ce type d'études. Ils ont pris des hypertendus et des diabétiques, des patients hypertendus diabétiques, et qui étaient suivis par des cardiologues et des diabétologues. Donc des gens qui avaient, voyons voir, un IMC aux environs à peu près de 30, qui avaient à peu près 60 ans, pour vous donner une idée de la population. Voilà, plus ou moins hypertendus et diabétiques. Et ils ont pris une population d'inactifs qu'ils ont comparé à une population d'actifs. Du coup, bon, je pense que c'est une certitude pour vous, entre les actifs et les inactifs, on a ça. Les atteintes microvasculaires chez les actifs, c'était 22%, chez les inactifs, presque 2 fois plus. Les problématiques macrovasculaires, globalement, elles étaient plus importantes chez les inactifs. L'insuffisance cardiaque clinique, voilà, 4 fois supérieure chez les inactifs. La BPCO, 2 fois supérieure chez les inactifs. Les problèmes locomoteurs, encore une fois, on dit « Oh là là, je bouge, je vais me faire mal ». Mais non, en fait, on se fait 3 fois moins mal. Enfin, ça, c'est… Je ne supporte toujours plus du tout ce type de discours. C'est bénéfique pour tout type de pathologie pour l'appareil locomoteur. C'est bénéfique, c'est bénéfique. Alors, ce n'est pas l'étude qui n'a pas été faite pour, mais toutes les études vont en ce sens. Par exemple, arthrose lombaire ou dorsale, déjà, bon, ça a été fait par des gens qui font des problématiques cardiovasculaires ou métaboliques parce que, en fait, il n'y a pas de rapport entre l'arthrose lombaire et la lombalgie, mais bon, bref. Globalement, les gens souffraient moins du dos, les gens avaient moins mal aux genoux, les gens avaient moins mal de hanches et ils avaient moins de séquelles d'AVC, 2 ou 3 fois moins chez les gens actifs. Donc ça, c'est une certitude. Alors, mais quels sont les facteurs qui sont corrélés au contrôle de la tension artérielle, l'HbA1c? Ils se sont dit, on va étudier quels sont les facteurs qui nous permettent de se dire, tiens, on va contrôler la pression artérielle et du coup l'HbA1c chez ces populations diabétiques hypertendues. Donc, le score barrière, c'est un score de motivation à l'activité physique. Il répondait, par exemple, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Voilà. Et du coup, ce score des patients, il était un tout petit peu prédictif du contrôle de la tension artérielle de l'HbA1c. Le fait d'être actif, les gens qui bougent, ils contrôlaient moins leur tension artérielle et l'HbA1c. Là, c'est un peu logique. Même le fait d'être actif, ça marchait mieux que de prendre 2 antidiabétiques versus 1. Ça marchait presque aussi bien que 3 antidiabétiques versus 1. Mais ce qui marchait le mieux, c'était le fait que le médecin soit actif. Si le médecin bouge, on contrôle 4 fois mieux la tension artérielle et l'HbA1c. Ça, c'est si le médecin bouge 4 fois plus. Ça, c'est si le patient prend 3 fois plus d'antidiabétiques. Eh bien, ça marche moins bien. Voilà. Du coup, globalement, alors ça, c'est la seule étude qui a été faite pour la tension artérielle, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout. Voilà. Ben, du coup, en fait, quelle heure est-il ? Il est 10h25. Ah oui. Bon. Après, je vais intervenir du coup sur la Covid. Oui, je peux enchaîner directement. Voilà. Alors, mon cher François Tixier qui est dans la salle, qui est médecin du sport.
le plus grand de la Réunion est bientôt mondial. Voilà, voilà. Me demander est-ce que ça marche pour la Covid. Alors, franchement, c'est extrêmement polémique. Du coup, bien sûr, je parle de rien. Je ne suis pas du tout infectiologue. Je n'ai aucune idée de santé publique. Je n'ai pas trop d'avis. Je me concentre sur ce que je connais. Et je me demandais aussi, alors bon, déjà, pendant le coronavirus, c'est clair que les gens ont moins bougé. On l'a vu sur plein d'études. Ils ont diminué au moins d'un tiers, à peu près toute population confondue, que ce soit chez les étudiants, les gens malades, etc., leur activité physique. Et franchement, vu le topo que je viens de vous faire, à diminuer dans la population générale l'activité physique, on a augmenté énormément le risque de cancer, de maladie cardiovasculaire. Et du coup, ils ont fait une étude là pour voir si l'activité physique était corrélée au risque de maladie Covid. Il faut savoir qu'en fait, quand on fait de l'activité physique sur le système immunitaire, quand on ne fait pas du tout, on n'a pas un très bon système immunitaire. Quand on en fait assez, en gros, voilà, on bouge un peu, on fait du sport un peu tout le temps, on est assez actif, on respecte les recommandations, on améliore ses défenses immunitaires. Et comme on disait hier, quand on fait énormément, par exemple après un ultra-trail, dans les jours qui suivent, nos défenses immunitaires diminuent. Et ils ont fait une étude sur 50 000 patients chez qui ils avaient pu doser, si je puis dire, l'activité physique dans les 2 ans qui précèdent la pandémie. Et ils les ont séparés en 3 groupes. Un groupe qui faisait un groupe qui faisait pas du tout d'activité physique par semaine, un groupe qui faisait entre 10 et 150 minutes par semaine, entre 10 minutes et 2-3 heures par semaine, et ceux qui faisaient qui respectaient les recommandations, donc plus de 2h30 d'activité physique par semaine. Du coup, ils avaient leurs activités physiques et ils les ont suivis et ils ont regardé s'ils faisaient la maladie Covid. Et du coup, le risque d'hospitalisation. Alors, en fait, c'est une étude qui est sortie dans le British Journal of Medicine, voilà. Et du coup, ils ont bien sûr, comme toute étude, séparé, ils l'ont fait de manière indépendante des autres facteurs de risque. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de regarder que le risque que le facteur activité physique, de manière indépendante à l'obésité, à l'hypertension artérielle, à la nutrition et à toutes les autres problématiques qui favorisent la maladie Covid. Donc, l'activité physique en elle-même et de manière indépendante aux autres facteurs, diminuer le risque d'hospitalisation. Donc, en gros, 2h30 de sport versus 0. Le risque d'hospit diminue par plus de 2. Le risque de réanimation par presque 2. Et le risque de décès par 2,5. Du coup, si dans les 2 ans, qu'on soit obèse, qu'on soit hypertendu, qu'on soit cardiaque, qu'on soit un sujet sain, en moyenne, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, en moyenne, le fait d'avoir fait 2 ou 3 heures de sport par semaine dans les 2 ans qui précèdent, diminuer notre risque de mortalité par coronavirus et que par coronavirus de plus de 2. Je rajoute ça à tout le topo que je viens de faire avant, avec les maladies cardiovasculaires, les cancers et tous les autres problèmes, et globalement, vous faites à peu près une idée de ce que ça donne. Et vous vous demandez à peu près pourquoi tous les médecins ne prescrivent pas d'activité physique et pourquoi tous les médias, les politiques, etc. ne parlent pas que de ça. Enfin, moi, je me le demande tous les jours de ma vie. Et c'est encore une fois de la science, c'est pas c'est pas un avis, c'est une moyenne. Et du coup, lisez l'étude si vous êtes impressionné. 50 000 patients suivis prospectifs sur 2 ans. Donc, ça sort dans les journaux et après, ça sort un peu dans les journaux, mais il faut la lire, la page. Les gens, ils s'en fichent, on dit que c'est bon pour la santé. À la fin, on se retrouve à des trucs, oui, du coup, ils vont bien, c'est bon pour le moral, quoi. Et puis, du coup, ils respirent mieux. Bon, enfin, en gros, oui, il faut le développer, mais bon, je pense que les gens n'ont pas conscience vraiment du bienfait de l'activité physique, encore une fois. Là, c'était parce qu'en fait, je pensais que la diapo ne passait pas avec le petit PowerPoint. Bon, alors, du coup, le coronavirus, il y a des articles qui sont sortis, que vous pouvez lire en 2020. On a vu qu'en effet, la personne âgée qui chopait le coronavirus, qui allait à l'hôpital et qui se déconditionnait, ce n'était pas très bon pour l'isolation, l'inactivité et du coup, la dépression. Après, il restait chez lui, on mangeait trop, on ne bougeait pas. Ce n'était pas bon pour les maladies cardiovasculaires, on l'a compris.
Le fait de ne pas bouger, d'avoir une maladie métabolique et d'être âgé, ça diminue les défenses immunitaires. Et du coup, on se retrouve avec un risque des défenses immunitaires moindres, notamment pour le coronavirus, puisque je peux dire c'est à la mode, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas du tout le bon mot, je suis d'accord, donc c'est un peu à la mode quand même. Mais du coup, les mécanismes cellulaires des bienfaits de l'activité physique contre le coronavirus ont été élucidés. Il y a au moins 5 mécanismes cellulaires qu'on connaît, qui permettent de prévenir la Covid, qui sont l'activité physique en fait joue sur les récepteurs ACE du SARS-CoV-2, joue sur des mécanismes cellulaires intracellulaires, en gros on va dire qui diminuent l'inflammation, pour mal m'exprimer puisque c'est pas vraiment spécialité. Mais globalement oui, du coup on l'a vu d'un point de vue, il fallait faire cette étude là, bon voilà, on sait pourquoi. Et du coup j'ai la référence pour ceux qui veulent retrouver les choses et s'intéresser, vous pourrez lire l'article. Et encore une fois, pourquoi est-ce que c'est pas bon? Principalement la masse maigre est plutôt bonne pour le fonctionnement de l'organisme, notamment les défenses immunitaires, et la masse grasse avec l'inflammation de bas grade et d'autres facteurs plus complexes sont pas bonnes pour les défenses immunitaires. La reprise de l'activité après le coronavirus, encore une fois, se fera progressivement. Il y a des recommandations, mais je laisserai peut-être Yannick parler cet après-midi. Voilà pour les maladies cardiovasculaires. Oui, du coup, pendant que je suis en sport santé, je vais parler de l'arthrose aussi. Parce que les gens vont dire ah ouais, tiens, si on court, ça donne de l'arthrose, ce qui est bien sûr complètement faux en fait, parce que ça prévient de l'arthrose. Du coup, dans les années 70, on disait que c'est ça quand on court, globalement, peut-être que on entraînait un remodelage osseux de l'os sous-chondral, et du coup, ça augmentait la rigidité de l'os sous-chondral et ça pouvait entraîner des lésions cartilagineuses. En gros, extrêmement bêtement, on disait on tape dessus, donc ça abîme l'articulation. Mais ce n'est pas parce qu'on se sert de notre corps qu'il va moins bien, sinon il faudrait arrêter de vivre et c'est comme ça qu'on irait mieux et ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est ce qu'on disait à l'époque. Il y a eu quelques modèles animaux qui ont vu que globalement, l'articulation allait bien si on augmentait progressivement les charges. Mais si par contre on augmentait de manière extrêmement importante les charges, c'était peut-être pas bon pour les articulations. Chez l'être humain, chez l'homme, en fait, quand on faisait des prises de sang, on peut voir des marqueurs sériques du métabolisme cartilagineux qui ne sont pas du tout en pratique clinique, mais on voyait que ça augmentait durant les marathons. Mais ça veut juste dire que l'articulation travaille. Ça ne veut pas du tout dire que ça se détruit ou que ça se reconstruit, quoi que ce soit. Donc, c'était ce qu'on avait à l'époque. Après, on a eu quelques études biomécaniques où on a vu qu'en fait, la résistance du cartilage était vraiment supérieure aux contraintes sur l'articulation à laquelle on soumettait quand on faisait de la course à pied. Donc, il n'y avait pas de problème vraiment de résistance cartilagineuse. On a commencé à faire des études cliniques où on a regardé les pics de force de réaction au sol. Bon, ils sont plus importants à la course qu'à la marche, mais par contre, quand ils sont rapportés à la distance, ça diminue avec la vitesse. C'est-à-dire que pour faire un certain nombre de kilomètres, on a moins de contraintes en courant quand on arrive à la fin de la distance voulue qu'en marchant. Et l'étude qui va mettre tout le monde d'accord, 2013, suivi prospectif sur plusieurs années de 100 000 personnes. Un tiers ont couru au moins un marathon dans les 50 suivis, du coup plutôt des sportifs. Ils ont été suivis sur 6 ans. Et encore une fois, on a regardé l'arthrose
cliniques, donc en gros douleur, raideur, gonflement, radiographique, et le risque de prothèse en fonction de l'énergie dépensée par semaine. Donc ça, c'est en mètres heures par jour. Donc, on voit le quartile qui court le plus. C'était 45 minutes à 1 heure par jour. Du coup, et là, il courait quasiment pas. On a séparé la dépense énergétique déjà en marchant et en courant. Et on voit que globalement, quand on dépense un peu d'énergie, allez, on va dire, la marche, c'est en noir, en bas à gauche. Quand on marche une demi-heure par jour, on diminue le risque d'arthrose. Quand on marche 1 heure par jour, voilà, ou 1 heure et demie, c'est à peu près pareil. Mais quand la même dépense énergétique, on le fait en courant, du coup, on diminue le risque d'arthrose. À partir d'un quart d'heure de footing par jour, on diminue le risque d'arthrose. Et globalement, jusqu'à 3 quarts d'heure de footing par jour, on diminue le risque d'arthrose. Et ça, c'était par exemple le risque de prothèse. Et globalement, entre 3 quarts d'heure de footing par jour et pas de footing, on diminuait le risque de prothèse par 2. Donc, non seulement ce n'est pas néfaste, mais en plus, ça protège. C'est-à-dire que globalement, quand quelqu'un vous lui dit « Ah ben non, mais arrêtez de faire de la course à pied, ça va vous donner de l'arthrose », non, alors vous ne faites pas votre boulot de soignant parce que globalement, il faudra dire « Oui, courez ». Vous diminuez par 2 le risque d'arthrose, 45 minutes versus 1 heure. Donc, vous ne le faites pas, mais en plus, vous êtes néfaste. C'est-à-dire que si vous faites passer quelqu'un de là à là, vous augmentez son risque d'arthrose. Du coup, voilà. Du coup, la Société française de rhumato, alors ça, c'est la course à pied. Après, ça se discute parce qu'en effet, on a vu le foot compétition, les sports pivot-contact peuvent engendrer des ruptures du ligament croisé, des lésions méniscales. Et ça, les macrotraumatismes augmentent vraiment le risque d'arthrose. Donc, les macrotraumatismes, c'est juste pas discutable. Ça augmente l'arthrose. Rupture du ligament croisé, lésion méniscale, ça, c'est sûr. Les microtraumatismes au sport pivot-contact, c'est discuté. On ne sait pas trop si 15-20 ans de foot en compétition, si on ne s'est pas fait de lésion méniscale ni rupture du ligament croisé, ça augmente l'arthrose. Peut-être que oui, nous dit la Société française du rhumato. Et la course à pied, comme on voit, la course à pied loisir prévient de l'arthrose. Et en compétition, on ne sait pas trop. Ça dépend, il y a compétition. Bon, à la fin, c'est juste pour mettre des mots et pour aller. Du coup, on va mettre les gens à la course à pied, mais bon, bien sûr, on va les faire de manière individuelle. Les gens qui ont déjà beaucoup d'arthrose, qui sont obèses, qui ont des problématiques biomécaniques, etc., on va adapter les choses. On ne va pas prendre un obèse de 50 ans qui n'a jamais couru et lui faire un marathon le lendemain. On se doute que ça ne va pas être peut-être extrêmement pertinent. Mais alors, non seulement on va parler d'arthrose, puisque là c'est le sujet, mais on va rajouter aussi, en effet, les problématiques cardiovasculaires et toutes les autres problématiques qu'on a abordées au début du topo. On parle de Société française du rhumato. Donc, en ce qui concerne l'arthrose, alors pour quelqu'un qui a déjà de l'arthrose, ça les sportifs ou non sportifs ont été suivis, on sait que globalement, quand on fait quelque chose qui aggrave la douleur ou le gonflement, c'est pas bon. Ça va aggraver les choses. Donc, quelqu'un qui a déjà mal, qui court et à qui ça gonfle à chaque fois qu'il court, on va doser les choses. On va lui dire de moins courir. Alors, c'est là où on renforce, on essaie de faire du vélo, on essaie de lui faire les choses sans faire mal ni faire gonfler. Parce que ça peut aggraver les choses. Du coup, on s'adapte. On s'adapte, mais globalement, encore une fois, un sportif qui a de l'arthrose, qui a 50 ans, qui a mal à chaque fois qu'il court. En effet, ça on le voit, au bout de 50 courses à pied, s'il court et à chaque fois il a mal, ça va peut-être aggraver l'arthrose. Mais par contre, ça, encore une fois, ça a diminué ces autres facteurs de risque et ces autres maladies. Du coup, il faut prendre les deux en compte. Parce que si on lui dit, oui, tu as de l'arthrose, tu as mal, et tu viens voir parce que tu as mal au genou, donc arrête de courir. Alors déjà, s'il arrête complètement le sport, globalement, il va se déconditionner, ça va être pire. Donc, on va lui dire, pas donc arrête de courir, mais fais de la muscu et fais du vélo. Et s'il arrêtait tout, du coup, il augmente aussi les risques de maladie. Donc, même la Société française du rhumato dit d'abord les bienfaits du sport. Encore une fois, la Société française du rhumato souligne les bienfaits cardiovasculaires, respiratoires, blablabla.
Et du coup, on s'adapte quand même. En gros, on essaie d'en faire et on fait pas mal pour les gens qui ont de l'arthrose. Voilà, tout sport aggravant les douleurs articulaires est déconseillé pour l'arthrose. On est d'accord. Et en ultra, globalement, l'ultra ne donne pas d'arthrose. Pareil, je ne sais pas le sujet aujourd'hui. Du coup, il y a eu une thèse qui a été faite en 2014. L'arthrose. Ah, des gens qui rentrent. Ah, bonjour. Parfait. Très bon moment. Je finis la diapo et ce sera la dernière pour finir. La prévalence de l'arthrose était pas liée à l'ancienneté de la pratique chez les ultra-trailers. Donc, on peut en faire plein, ça ne donne pas d'arthrose. Ni au kilométrage, on peut faire plein, ça ne donne pas d'arthrose. Ni au volume, on peut en faire plein, ça ne donne pas d'arthrose. Par contre, si on fait de moins de 45 minutes par jour, comme on vient de voir, oui, là, ça donne de l'arthrose. Voilà, merci de votre attention. Je viens de finir le topo sur Sport Santé. Il y a le docteur Ardel qui vient de nous rejoindre, qui va nous parler de femmes et sport dans quelques minutes. Y a-t-il des questions ou des discussions sur Sport Santé? Tu parles du jogging, mais du coup, les gens ne veulent pas du tout courir. Tu vois, ça peut être tous les sports. Ça peut être, ah oui, pour les bienfaits pour la santé, oui. La nage, ou le tir à l'arc. Oui. Alors, François Tixier, je répète peut-être parce que je ne sais pas si vous l'entendez, me pose la question, est-ce que ça peut être d'autres choses? Oui. Alors, je parlais beaucoup de course à pied parce que, très sincèrement, depuis une dizaine d'années que je suis là, je fais beaucoup de cours sur le trail, l'ultra-trail et la course à pied. On me demande de faire ce type de cours. Et du coup, je parle de la course à pied. Mais il y a la moitié des topos qui sont faits sur la dépense énergétique par semaine. Et c'est une question de dépense énergétique par semaine et de fonction cardiovasculaire. Du coup, il faut faire du cardio. Donc, il ne faut pas être sédentaire. On se bouge. On fait du cardio. On met de l'intensité en cardio. Il n'y a pas besoin d'en faire énormément, mais il y a besoin de mettre de l'intensité. Et on rajoute de la muscu. Et le cardio, qu'on le fasse en vélo ou en course à pied, ça marche aussi bien. Et on fait de la muscu. Et on fait de la muscu. Faire que du cardio, on n'a pas… De la muscu, pourquoi de la muscu? De la muscu, justement, parce qu'il y a des facteurs complètement indépendants de la masse musculaire chez la personne âgée et chez la personne jeune. Par exemple, pour le diabète, c'est indépendant. Pour l'obésité, faire de la musculation, ça va mieux marcher que même faire du cardio intensif. Pour moi, c'est de la muscu avec des machines en salle et tout. Ce n'est pas une question de machine. La définition de la musculation, alors on ne va pas rentrer, mais c'est pour comprendre les choses. La définition, c'est on fait des mouvements où on peut faire moins de 10 répétitions par mouvement. C'est-à-dire que les gens qui disent « Ah ben ouais, je cours et ça monte avec un sac à dos, je fais de la muscu, ou je fais du vélo et ça monte dur, et alors j'en doute pas, ça monte très dur, et voilà. C'est pas de la muscu parce qu'ils font, à partir du moment où ils font plus de 20 tours de pédale, eh ben, c'est plus de la muscu. Okay. À partir du moment où ils font plus de 20 foulées, c'est pas de la muscu. Pour donner une bonne idée, avec la fac de Staps au tampon, on voulait faire sur une même bicyclette ergométrique chez des obèses, un appareil de muscu et de cardio. Et du coup, on a pris le vélo. Et du coup, on mettait une charge tellement importante qu'ils faisaient 10 tours de pédale. Donc, ils font 10 tours de pédale sur un vélo et après, ils ne peuvent plus. Ils se reposent une minute, ils refont 10 tours de pédale. Et ça, c'est de la muscu. Pourquoi c'est des facteurs hyper compliqués. Oui, c'est compliqué. La force musculaire est bénéfique. Les recommandations de l'OMS, chez l'adulte sain, plus de 18 ans, c'est au moins 3 fois du cardio par semaine et 2 séances de musculation par semaine. La musculation va diminuer. Quelqu'un qui a une fonction cardiovasculaire énorme, il fait, des ultras, voilà. Il ne fait pas de muscu. Si rajouter de la muscu, alors déjà, en fait, rajouter de la muscu quand on fait du cardio, par exemple en course à pied, c'est au moins 50, c'est une amélioration de la rentabilité énergétique de course pour ceux qui s'intéressent à la performance. Et puis, une diminution du nombre de blessures au moins de 30 à 50%. Donc, ça prévient les blessures. Donc, ce n'est pas trop mal. Ça va permettre la performance et puis permettre de continuer son cardio. Et ça va marcher. Pour les maladies cardiovasculaires, pas vraiment. Pour les cancers, oui. Et pour les maladies métaboliques, diabète, obésité, oui, vraiment. Et globalement, pour prévenir l'obésité, le diabète et les cancers, il y a un gros manque à gagner si on ne fait pas de muscu. Et autre chose, mais ça, c'est… Et vraiment, chez les personnes âgées, c'est… Moi qui suis médecin rééducateur, en gériatrie, en médecine de rééducation, je ne vais pas caricaturer, mais on prend le vieux, on le met à la muscu, on lui met de la vitamine D et puis c'est tout, quoi. On a sauvé tout le monde. C'est un lieu commun qui ne sert à rien. Il faut aussi dire des choses qui ne sont pas avancées.
c'est socialement dépendant par rapport à ton niveau de vie. Tout ce que tu Ouais. dis. Quelqu'un qui est pauvre, beaucoup de pauvres. Sur la planète, plus de pauvres que de gens normaux financièrement. Normaux, c'est-à-dire Oui, mais qui sont normaux. manger, boire, tout ça. Mm. Eh bien, il va mal manger. Le diabète, tout ça, oui, hein. Il va mal manger et le sport, il va oublier. Il n'a ni le temps, ni ne peut pas acheter une paire de. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un rapport, le sport et la société. On va dire oui, mais les Kenyans qui n'ont rien, ils courent dans les prairies, machin. C'est une toute petite partie. Ça. Ouais. Alors, Fontexier souligne qu'il y a un rapport entre la richesse, la pauvreté et l'activité physique. Alors, c'est extrêmement vrai. Alors, on sait très très bien que l'espérance de vie d'un pauvre versus un riche dans les pays développés, je ne sais plus, c'était 5 à 10 ans de moins. Je viens de faire une revue de la littérature, je relisais un projet de recherche qui a été accepté d'ailleurs sur la mortalité par cancer et le niveau socio-économique, et il est complètement corrélé. Alors là, moi, je m'étais penché sur le cancer du côlon parce que c'était le projet de recherche et du coup, entre le quartile le moins riche et le quartile le plus riche en France, il y avait 6 ans d'espérance de vie en moins chez les moins riches. Et alors, le truc encore plus injuste pour l'activité physique, et ça, c'est assez terrible, c'est que l'activité physique chez l'ouvrier non intensive va pas permettre de diminuer bien la morbimortalité, les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est-à-dire que l'ouvrier qui bouge un peu tout le temps, qui ne fait pas vraiment de musculation intensive, qui ne fait pas vraiment de cardio, qui n'augmente pas trop son cardio, n'aura pas de bénéfice de l'activité physique. Certes, il ne sera pas trop sédentaire, mais globalement, il n'y aura pas de bénéfice. Donc, cette personne-là, il faudrait lui dire de pouvoir se reposer. Enfin, c'est ok. Si on réfléchit, médecin derrière son bureau, quoi. Parce que du coup, à un moment, être trop debout et pas s'asseoir, c'est pas génial non plus. Notamment, quelqu'un qui est toujours debout, c'est pas bon. Il faut qu'à un moment, il puisse se reposer 2-3 heures. Et il faudrait qu'il puisse faire du cardio intensif et de la muscu intensive. Donc, en fait, l'ouvrier, vraiment, si on vise sa santé au niveau individuel, il faut lui dire tu sors du chantier, tu fais de la muscu. Déjà, ça va prévenir les troubles musculo-squelettiques et tu rajoutes du cardio. Et globalement, là, on va améliorer sa santé. Mais le fait d'être ouvrier versus secrétaire, par exemple, et bien, globalement, peut-être la secrétaire a une meilleure espérance de vie. Même si la secrétaire, j'allais dire, elle est sédentaire. Ouais. Parce que l'activité physique faite non intensive, en fait, ne prévient pas malheureusement. Il y a bien des gens qui bougent du matin au soir, je ne sais pas moi, un VRP ou tout ce qui est urbain, citadin, les gens bougent beaucoup. Hein. Ils n'arrêtent pas, hein. Ils ne font pas de sport. Mais ils ont un endroit, puis un autre, puis ils n'arrêtent pas de bouger, rentrer en voiture, le bus, le machin. Ils sont tout le temps en mouvement, mais ils ne font pas de sport. Alors, quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, tout le temps, s'il n'est pas trop assis, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, on entend beaucoup ce discours, mais en fait, qui sont stressés. Ils sont stressés, et du coup, ils sont tout le temps stressés, ils disent donc je bouge. Mais non, si on est stressé derrière son bureau et qu'on fait 3 pas, il vaut mieux se lever un peu de station assise, mais qu'on compte le nombre d'heures d'écran, le nombre d'heures de station assise. Dans le bus, dans le machin, dans le visuel. Et si on se retrouve à plus de 8 heures, on a plus de 8 heures de station assise. Même si on dit, on s'est stressé comme un taré, on a bougé, on a monté 2 étages. Bon, mais c'est déjà un peu bien. Hein. Mais globalement, non, les citadins ne bougent pas. Comptabilisons les nombres d'heures de station assise, les nombres d'heures d'un citadin à ne pas bouger, il ne bouge pas. C'est dramatique. Un être humain, c'est un animal qui est complètement enfermé dans sa ville et qui ne bouge pas. Et oui, c'est un problème de société. C'est un énorme problème de société. La malbouffe et la sédentarité nous tuent. Du coup, le problème, je suis d'accord, il est politique, il est voilà. Et ça, c'est pareil. Par exemple, les appâts, on ne va pas prendre les gens qui ont un cancer et tous les prendre en prévention primaire et le faire aller dans une salle de kiné. On ne va pas enfermer la population toutes dans des salles de kiné. On va pas. C'est bon pour les enfants, les vieux, les gros, les petits, les fumeurs, les machins. On ne va pas prendre tout le monde. Enfin, on remarque qu'on est en train de le faire un peu dans les salles de sport. Des fois, on va tous tant mieux. Mais globalement, à un moment, il va falloir qu'on bouge dans la ville. Il va falloir qu'on bouge. Il va falloir que quand on bosse, on bouge. Il va falloir arrêter les écrans. Il va falloir, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et du coup, on va tous en mourir ou tous en être malades. Mais ça, c'est une réalité. Il ne faut pas se dire,
que les 5 fruits et légumes, d'autant s'ils sont bio, c'est 10% de la population. Merci. Ouais, le problème du bio, bon, je ne suis pas un spécialiste, Non, mais mais même pas bio. il faut que la terre déjà arrive à être bio et je ne suis pas sûr qu'elle C'est puisse être bio. 5 fruits et légumes, c'est un budget. Ouais, bah là, il y a eu une très très bonne étude qui a été faite à La Réunion où en gros, ils ont pris des caissons. Ils ont dit, vous vous servez chez les gens qui n'avaient pas de moyens, J'ai vu ça. gratos. J'ai vu ça. Et bien, globalement, ça marche. Les gens, ils arrivent, ils se servent et ils sont en meilleure santé. J'ai fait moi-même les VO2 max des gars qui avaient les fruits et légumes gratos et on a fait un. Donc, c'était des obèses qui étaient dans des chiffres pathologiques, comme je viens de vous montrer, qui étaient socialement extrêmement intégrés, qui ne savaient même pas qu'ils étaient en mauvaise santé, qu'ils ont appris, ils ont dit « Ah mince, en fait, mon risque de cancer, il est augmenté par 2. Ah mince, je suis 4 fois plus à risque de mourir que quelqu'un qui bouge un peu. » Alors que juste, c'est vrai que je ne disais pas trop, j'avais l'impression d'avoir des bourrelets, on se moquait un peu de moi, mais bon, ça passe bien. Ah ouais, alors, du coup, on a distribué des fruits et légumes, on a fait 3 fois du vélo par semaine, et à la fin, ils se sont retrouvés dans la meilleure population. Donc, en gros, on a diminué leur risque de mourir au moins par 2, avec fruits et légumes et vélo 3 fois par semaine. Et franchement, ils étaient volontaires. Après, Mais- ça passe par une modification des comportements aussi, parce qu'il y en a qui disent que c'est cher les fruits et légumes, mais à côté qui achètent des trucs. Non, mais ça, on est d'accord. L'alcool, les Ce clopes, type de discours, au moins pour les soignants, est inadmissible. Inadmissible. D'accord. Les excuses, ça c'est. Mais les excuses, il y en a plein. Et alors, le problème, c'est encore un problème de pub, de supermarché, de machin. Nous, il faut qu'on sache ce que je viens de dire. Je pense il faut que tous les soignants le sachent. Ça, voilà, et qui militent pour. Et après, la société de consommation va nous dire le contraire. Il y a marqué sans sucre alors qu'il y a plein de sucre. Il y a marqué sans gras alors qu'il y a plein de gras. Il y a marqué bon pour la santé alors que c'est pourri pour la santé. Il y a marqué je sais pas quoi et tout est faux. Et ça, ouais, ça, c'est un vrai problème. J'avais une petite question. Si on a un conseil à donner à un patient, par exemple, qui veut se remettre à l'activité sportive, comment à quel moment on peut considérer son activité comme intense? Il doit considérer son activité comme intense, juste la course à pied, par exemple, à quel rythme? C'est un peu, comment dire, abstrait comme concept, l'intensité. Non, mais tout le monde est différent, c'est bête à dire. Du coup, il faut s'adapter à la personne en fonction de tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est machin? Est-ce qu'il a une salle de sport? Est-ce qu'il aime faire du vélo? Est-ce qu'il aime bouger? Est-ce qu'il va dans la natation et tout? Tu regardes l'intensité. L'intensité, elle se cote soit par, il y a pas mal d'échelles subjectives qui marchent pas mal, ou objectives. Par exemple, l'intensité cardiovasculaire, si tu veux, ça va être le cardio-fréquence-mètre si tu veux, mais ça dépend quel type de sport. Et pour bouger, oui, il faut regarder comme on vient de voir, la durée, l'intensité. Enfin, tout ça, ouais, on peut partir d'un exemple précis si tu veux, mais bon, l'OMS a fait des recommandations pour le monde entier. Voilà. Il arrive, l'OMS, il va te dire, pour le monde entier, tous les gars qui habitent sur la planète, là, 7 ou 8 milliards, je ne sais pas combien on est, on bouge tous 5 à 10 heures par semaine. On fait soit 3 fois 150 minutes d'activité modérée par semaine, ou bien 75 minutes d'activité intensive cardiovasculaire par semaine, plus 2 fois de la musculation où on met des charges qu'on peut faire entre 8 et 10 répétitions 2 fois par semaine, et plus de 65 ans, on rajoute des exercices d'équilibre 1 fois par semaine, et ne pas être sédentaire. Donc, pour le monde entier, on fait ça. Mais après, toi, tu n'es pas moi, tu n'es pas la personne âgée, tu n'es pas la femme enceinte. À La Réunion, ce n'est pas pareil qu'en Afrique du Sud, qui n'est pas pareil qu'au Kenya, qui n'est pas pareil qu'en France, qui n'est pas pareil qu'à New York. Oui, bon, il faudrait rentrer dans les détails, on est d'accord. Et voilà, c'est pour ça que la science se développe. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques, d'autres choses particulières? Non, parmi les gens en visioconférence, si vous aviez des remarques ou des questions. Parfait. Non, c'est clair. Donc, je vais donner la parole au docteur Ardel qui nous fait l'honneur, le plaisir d'intervenir sur… je vais présenter son topo. Je vais dire, voilà. Voilà. Du coup, nous, je répète, on est 4 dans la salle ici au pavillon 13 et en visioconférence, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,